Je voudrais commencer avec cette présentation. Est-ce que quelqu'un connaît ce schéma? Personne? Vous avez tous entendu parler, je pense, des objectifs de développement durable. D'autant qu'on en parle de plus en plus dans les médias en ce moment. Donc il y a 17 objectifs de développement durable qui ont été fixés par les Nations Unies et c'est en gros l'agenda pour l'humanité. Voilà ce qu'il faudrait arriver à faire. Et l'idée c'est quoi? C'est qu'il faut développer l'économie, la société et l'environnement naturel. Vous, ce qui vous intéresse a priori, si vous êtes là, c'est en priorité l'économie. L'économie, dans cette présentation-là, qu'on appelle parfois la présentation en gâteau de mariage des objectifs de développement durable, c'est la résultante de tout un ensemble de trucs. Donc, si vous voulez avoir des entreprises qui réussissent économiquement, vous avez besoin d'une société où il y a de l'argent. C'est pas plus compliqué que ça, hein. Vous prenez les pays en voie de développement, les entreprises généralement marchent bien. Pourquoi? Parce que les pays sont en voie de développement. Dans les pays développés, c'est un peu plus compliqué parce que les taux de croissance ne sont pas les mêmes. Donc vous avez besoin d'une société. Vous avez besoin d'une société qui soit une société saine. Et souvent, quand on y pense, on appelle ça la responsabilité sociale des entreprises. Donc la RSE, finalement, c'est ça. C'est votre relation entre les entreprises et la société. Ce qu'on oublie, et ce qu'on oublie trop, c'est que, en fait, vous avez besoin d'une biosphère. Et si vous n'avez pas la biosphère, vous n'avez pas la société, vous n'avez pas l'économie, et fondamentalement, je ne vais pas vous mentir, on est mort. Ce n'est pas un problème pour la planète, hein, parce que la planète, avec ou sans nous, elle peut continuer. C'est un problème pour nous. Et donc, la question, c'est où on en est vis-à-vis de la biosphère. Alors, on parle beaucoup du changement climatique, on va essentiellement parler du changement climatique, mais je voudrais quand même vous parler de ce qu'on appelle les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est un schéma qui a été développé par un groupe de recherche à Stockholm. C'était en 2009, le premier papier date de 2009. Et en fait, ils prennent en compte tout ce dont on a besoin pour s'assurer une planète dans laquelle on peut vivre de manière sûre. C'est-à-dire sans grande inondation, sans grande famine, sans... Et ils identifient 9 limites planétaires. Donc le changement climatique, c'est une des limites planétaires, vous l'avez, hein, c'est... en haut sur le schéma. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez aussi des questions de biodiversité, vous avez des questions de pollution chimique, vous avez des questions d'eau douce. Tout ça, on en dépend également. Donc, je ne peux pas en parler aujourd'hui parce que c'est trop vaste, mais je voudrais juste que vous gardiez ça à l'esprit. Quand vous allez demain être dirigeant dans des entreprises, il ne faut pas oublier que vous allez opérer dans un monde avec ces limites planétaires. Donc on se centre, aujourd'hui on parle beaucoup du changement climatique, mais ce n'est pas la seule. Et diriger une organisation aujourd'hui, c'est prendre en compte ces différentes limites planétaires. Quand on a commencé à les mesurer, il y en avait 4 qui avaient été dépassées, maintenant on en est à 6. Et en fait, on a non seulement une augmentation du nombre de limites qui sont dépassées, mais on a aussi une augmentation du dépassement de ces limites. Donc on sait, mais ça vous le savez je pense déjà, qu'on est dans un mode de développement qui n'est pas tenable. On ne peut pas continuer comme ça. Alors pourquoi? À cause de ça, donc ça je pense que vous l'avez déjà vu, hein. On a un accroissement de la température. Cet accroissement de la température, il s'explique par l'augmentation de l'usage du carbone. Et ça date vraiment d'une époque particulière, c'est la révolution industrielle. À partir du moment où vous avez de la révolution industrielle, vous avez une amélioration des conditions de vie qui est inouïe. Et en même temps, vous avez une dégradation de l'environnement naturel. Et ça, c'est un truc qu'on ne savait pas jusque dans les années 70. À partir des années 70, on commence vraiment à le savoir et il a fallu quand même un temps considérable pour qu'on commence à réagir. Donc aujourd'hui, par rapport à ce qu'on appelle les températures pré-industrielles, et ça je pense que vous le savez, on est entre 1,2 et 1,4 d'augmentation de température. Le maximum qu'on s'était fixé dans les accords de Paris, c'était 1,5 à 2 degrés. D'ici à 2050, bon voilà, on va passer ça bien avant. Donc c'est vrai qu'on est, on est dans une situation qui est une situation inquiétante et chaque année ça s'aggrave. Donc ça c'est cet été, hein. C'est des photos qui datent de cet été. Vous étiez parti en vacances en Amérique du Nord ou même vous êtes resté en France et puis vous êtes allé en Grèce, enfin, et vous avez vu des situations qui sont des situations cataclysmiques. Pourquoi? Parce que on a non seulement des feux de forêt, par exemple, tous les ans, alors qu'avant c'était moins régulier, mais en plus, ces feux de forêt sont d'une ampleur qu'on n'avait jamais vue avant. Et ça se répète. Donc on sait que ce n'est pas un problème de météo,
au sens de la météo du jour, c'est vraiment un problème de changement climatique. Vous avez des inondations, donc économiquement, il faut imaginer ce que ça veut dire pour vous, hein. Ça veut dire que demain, vous avez des organisations qui vont opérer dans cet environnement. Ça, c'est autour du bassin méditerranéen, mais je pense que vous en avez entendu parler aussi, hein. Il y a eu des tas de reportages là-dessus. Quand vous arrivez à des températures de 50 degrés, la vie n'est pas possible, c'est tout. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous vous réfugiez chez vous, vous allumez la clim et vous aggravez le problème. Pourquoi? Parce que la climatisation, fondamentalement, aggrave le problème. Donc, on est vraiment dans une situation assez difficile. Voilà. Pas insoluble, mais compliqué. Année après année, ça augmente. Et non seulement ça augmente année après année, mais en plus, vous avez une accélération de l'augmentation. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où entre 2020 et 2023, on a eu une augmentation qui est l'équivalent de ce qu'on a eu entre 2000 et 2020. Donc on a fait en 3 ans ce qu'on faisait d'habitude en 20 ans. Et là, quand vous regardez ces courbes, la courbe du bas, c'est quoi? C'est 1850. Et puis, année après année, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Voilà. Donc, il faut que ça baisse. Il faut absolument que ça baisse. Donc, pour faire le point, on a le GIEC, hein, ce qu'on appelle l'IPCC en anglais. Le GIEC, en fait, ils ne font pas de recherche. Le GIEC, c'est un organisme qui prend la recherche qui existe et qui ensuite va analyser cette recherche. Ils font ce qu'on appelle des méta-analyses, c'est-à-dire qu'ils regardent à peu près où est le consensus scientifique. Cette méthode, elle a un avantage, c'est qu'elle est, entre guillemets, apaisante. Elle a un inconvénient, c'est qu'à partir du moment où vous êtes sur le consensus, vous ne regardez pas tellement les extrêmes. Et donc, vous risquez de louper des choses. Il y a pas mal de chercheurs aujourd'hui qui suggèrent qu'en fait, le GIEC est un peu trop optimiste dans ses projections et que, de fait, quand on commence à comparer les chiffres réels avec ce qui était prévu par le GIEC, on est au-dessus de ce qu'avait prévu le GIEC. Donc aujourd'hui, on a quand même un scénario moyen dont les médias ont pas mal parlé, donc je voudrais juste vous interroger là-dessus. Selon vous, l'augmentation de température qui est prévue par le GIEC d'ici à 2100, on est plutôt... levez vos mains, vous n'avez pas besoin de téléphone là encore. On est à 1,6 degré à votre avis? Est-ce qu'on est à 2,7? D'accord. Est-ce qu'on est à 3,8? 4,4? Ouais, non, 4,4, là, on est vraiment tous morts. On est à 2,7. On est à 2,7. C'est marrant parce que vous êtes plus pessimiste que vos collègues anglo-saxons, anglophones. Et ces 2,7, c'est sur l'ensemble de la planète, d'accord? Donc ça veut dire que c'est une moyenne entre la température et les océans. Donc si vous prenez la France, par exemple, on prend le même modèle, ça a été fait récemment par Météo France, que le GIEC, on le fait tourner sur la France, et le résultat, c'est qu'on a une augmentation qui est à 3,8 degrés. Donc on est à 4 degrés d'augmentation de température en 2100, avec des pointes pendant l'été à des augmentations de 5 degrés pendant l'été. Voilà, donc c'est vraiment... et il faut considérer vraiment, enfin c'est la métaphore qu'on utilise tout le temps, mais elle marche bien, il faut utiliser, je crois, la métaphore de la température humaine. C'est-à-dire que si vous avez une augmentation d'1 degré, vous n'êtes pas bien. Si vous avez une augmentation de 2-3 degrés, vous êtes quand même vraiment en très mauvaise forme. Donc, on a un problème d'augmentation de température. Et ce qui va se passer, c'est qu'en termes d'adaptation, on va probablement vivre en une centaine d'années ce qu'on a vécu en 20 000 ans. Donc ça, c'est l'Europe, hein, à 20 000 ans de distance. Entre il y a de ça 20 000 ans et puis aujourd'hui, vous avez des pays qui apparaissent. L'Angleterre n'existait pas, l'Islande, bien sûr, n'existait pas, toute la Scandinavie n'existait pas. Les températures étaient beaucoup plus basses, c'était l'ère glaciaire. Maintenant, on a un climat qui est un climat tempéré. La question maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si on a une augmentation de 2 degrés, ce qui est un peu le minimum? Qu'est-ce qui se passe si on a une augmentation de 5 degrés? Et je vous en parle parce que ça va vous toucher en tant qu'individu, mais ça va vous toucher autant aussi en tant que décideur. Le sujet, là, c'est comment est-ce que vous dirigez des organisations dans un contexte comme celui-ci. Bon, rapidement, hein, je ne vais pas y passer 3 heures, mais pourquoi est-ce qu'on a ça? Parce qu'on a ce qu'on appelle un effet de serre. Alors l'effet de serre, c'est quoi? C'est ça, hein, quand vous avez une serre, si vous voulez cultiver des légumes ou des fruits pendant l'hiver, vous avez une serre, la chaleur du soleil va rentrer à l'intérieur et puis elle ne va pas ressortir. En tout cas, il ne va pas en ressortir autant
que ce qui est rentré. Et c'est ce qui se produit, c'est naturel, c'est plutôt une bonne chose. Pourquoi? Parce que sinon, si on n'avait pas ça, on aurait des températures négatives et la vie sur Terre serait quasiment impossible pour nous, êtres humains. Mais le sujet, c'est qu'il n'en faut pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut arriver à limiter cet effet de serre. Or, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on émet ce qu'on appelle des gaz à effet de serre, c'est-à-dire que c'est des gaz qui augmentent l'effet de serre et qui font que la part de la chaleur qui devrait s'échapper à nouveau dans l'espace est capturée par l'atmosphère et ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Et ça, c'est principalement les émissions de CO2, de dioxyde de carbone, mais c'est aussi d'autres gaz, par exemple le méthane, qui produisent ça. Donc, le résultat, c'est ça. Bon, ça, c'est un schéma qui sort de la première partie du dernier rapport du GIEC, qui a été publié en 2021. Et où ils ont fait une simulation avec activité humaine ou sans activité humaine. Donc ça ne veut pas dire que sans activité humaine, vous n'avez pas des augmentations de température, hein. Vous avez les cycles solaires, vous avez des éruptions volcaniques, vous avez des tas de choses qui font qu'il y a des augmentations de température, et puis après ça baisse. Le problème, c'est que la différence structurelle, la manière pour laquelle ça monte et ça ne s'arrête pas de monter, c'est nous. C'est l'activité humaine. Et encore une fois, hein, c'est pas l'activité humaine en tant que telle, c'est l'activité humaine depuis la révolution industrielle, depuis qu'on utilise du carbone. Et que tout ce que vous avez autour de vous, c'est du carbone. Hein. Ça, c'est du carbone. Ça, c'est probablement de l'acier. L'acier, c'est du fer, et surtout, c'est du fer qui est chauffé. Pour chauffer, on va utiliser du charbon, du gaz, enfin, on va utiliser du carbone d'une manière ou d'une autre. Donc, on produit à partir du carbone. Le plastique, c'est du carbone. Enfin, on a une société qui est construit sur le carbone, et il faut qu'on arrive à inventer autre chose. Parce que ces systèmes de gaz à effet de serre, c'est en train de nous tuer, véritablement. Alors, ça s'est arrêté à un moment donné. Regardez à la fin du schéma. Vous avez un moment où ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a le Covid. Donc, au moment du Covid, effectivement, on arrête tout. Hein. Il n'y a plus d'avions, il y a beaucoup moins de commerce international, et finalement, on arrive à réduire. Et puis, on lève le confinement, et hop, ça repart. Ça repart tout de suite, et ça repart comme jamais. C'est-à-dire qu'on continue à en utiliser de plus en plus. Derrière, il y a les énergies fossiles, essentiellement le charbon. On a commencé avec le charbon c'est très très mauvais. Ensuite, a été le pétrole c'est très mauvais. Et ensuite, on a eu le gaz c'est mauvais. Donc finalement, ce qu'il faudrait, c'est arriver à remplacer tout ça par des énergies renouvelables, ou au moins des énergies décarbonées. Il y a tout un débat sur le nucléaire. Le nucléaire, c'est pas renouvelable, mais au moins c'est décarboné. D'accord ? Donc l'enjeu qu'on a quand même dans un premier temps, c'est la question du carbone. Et en fait, ce que vous avez de l'autre côté de la slide, ça vous montre qu'en fait, on a une augmentation de la population qui non seulement a été rendue possible par ça, pourquoi? Parce qu'on augmente notamment les rendements agricoles grâce à des engrais qui sont carbonés, mais aussi ça permet d'augmenter dans le même temps le niveau de vie. Donc on a un niveau de vie qui est inouï maintenant. On nage dans le luxe. Comparé à l'histoire de l'humanité, on nage absolument dans le luxe. Et ça, c'est rendu aussi possible grâce au carbone. Donc il faut vraiment qu'on invente un système qui soit complètement différent. Le carbone, on s'en sert pour se nourrir. Alors c'est la déforestation. Hein. À partir du moment où vous déforestez, qu'est-ce qui se passe? Vous réduisez ce qu'on appelle des puits de carbone. Donc ce qui pouvait absorber une partie du carbone, ça disparaît. La forêt amazonienne, par exemple, maintenant, elle n'absorbe plus de carbone. Pendant des années, on disait c'est le poumon de la planète, ça c'est fini, c'est complètement terminé. Aujourd'hui, la forêt amazonienne, elle arrive à peu près à absorber ce qui est émis par la déforestation et les cultures qui sont faites à base d'engrais dans la forêt. Aujourd'hui, le poumon de la planète, c'est autour du Congo, autour de la rivière Congo, c'est cette forêt qui permet notamment de tenir. Mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez terrible. C'est notre consommation de viande rouge. La consommation de viande rouge, c'est quoi? C'est des ruminants. Donc, ces ruminants, ils émettent du méthane parce qu'ils ruminent. Et le méthane, ça réchauffe beaucoup plus encore que le dioxyde de carbone. C'est la surconsommation. Voilà. Donc, amis du marketing, bonjour. Il y a un peu un sujet là. Vous avez une consommation qui est une consommation démultipliée et de la nourriture qui est de la nourriture transformée, des produits qui sont importés, exportés, qui utilisent des colorants, qui sont faits à base de coton, qui absorbent des quantités d'eau et d'engrais absolument colossales. Donc voilà où on en est. C'est le transport, l'avion en priorité. Hein, ça, je crois que c'est dit et répété, l'avion aujourd'hui c'est quand même une catastrophe.
Et puis, c'est les bâtiments, comme celui-ci, hein, c'est-à-dire la question de savoir comment est-ce que vous isolez, comment est-ce que vous chauffez. Tout ça, ça a véritablement un enjeu. Donc aujourd'hui, on est à une moyenne qui est entre 10 et 12 tonnes en France. Ce qu'on émet, c'est 10 et 12 tonnes. Ce n'est pas énorme, c'est beaucoup trop. On devrait être à 2 tonnes. C'est ce que vous verrez cet après-midi. Mais ce n'est pas énorme non plus. Pourquoi? Parce qu'on a de l'énergie nucléaire. Donc ça veut dire que les choix qu'on est amené à faire vont être différents. Le premier poste, c'est fondamentalement le transport. On a un sujet sur le transport, alors qu'il y a des tas d'autres pays où le premier poste, ça va être véritablement la consommation de l'énergie, par exemple, pour des activités sur lesquelles on a du nucléaire, tout ce qui est production d'électricité et ce qui s'ensuit. Mais aujourd'hui, il y a un vrai gros sujet sur le transport. Et puis après, vous avez la viande. Et puis après, vous avez le logement et tout ce qui s'ensuit. Donc il y a vraiment des tas de leviers d'action individuels, des choses que vous pouvez faire, changer dans vos pratiques, dans vos modes de consommation, et qui peuvent avoir un impact qui est déjà un impact colossal. Alors évidemment, hein, la France n'est pas le premier émetteur, on représente environ 1,5% des émissions, et ce n'est pas forcément très intéressant de raisonner au niveau français de toute manière, mais ça je pense que si vous êtes là, vous l'avez déjà compris. Ce qui est probablement plus intéressant, c'est de raisonner soit au niveau européen, soit au niveau global. Alors quand on regarde le niveau global, on peut toujours dire que c'est la responsabilité de la Chine. Hein. Aujourd'hui, le premier émetteur, c'est la Chine, d'accord, et après les États-Unis, et nous, on vient juste derrière. Sauf que ça, c'est si vous regardez les émissions globales. Si vous regardez les émissions par personne, bah, la Chine, elle est juste en train de croiser nos émissions à nous, d'accord. On a une responsabilité qui est quand même une responsabilité très importante. Si vous regardez l'Inde, par exemple, ou si vous regardez la moyenne du monde, aujourd'hui, on est au-dessus. Et puis, de toute manière, indépendamment de tout ça, on est au-dessus de ce qu'il faudrait qu'on fasse si on veut atteindre les 2 tonnes à un moment donné et donc arriver à au moins stabiliser la situation, voire refroidir un peu la planète. L'autre truc, c'est que quand... Alors, en fait, on a 3 manières de voir les choses. Hein. Soit on les voit au total, soit on les voit par habitant, soit on les voit dans l'historique. Et dans l'historique, fondamentalement, c'est les États-Unis et l'Union européenne qui sont le plus responsables de la situation actuelle. Et ça, c'est tout à fait le raisonnement que vous avez aujourd'hui dans les COP. Donc, si vous avez suivi la dernière COP a été entièrement sur un mécanisme qu'on appelle les loss and damage. Et fondamentalement, l'idée, c'est quoi? C'est que les pays qui sont développés, qui se sont développés avec du carbone, vont donner de l'argent aux pays qui ne sont pas encore développés pour qu'ils arrivent à se développer autrement qu'avec du carbone. Donc, cette responsabilité historique, elle est complètement acceptée. Aujourd'hui, il y a un consensus mondial là-dessus. Et de fait, nous avons une responsabilité très importante dans ce qui s'est produit. En plus de ça, il y a les inégalités. Alors ça vous concerne pourquoi? Parce qu'a priori, si vous êtes ici, soit vous êtes déjà dans les tranches supérieures, soit vous allez l'être. La première proposition, c'est une hypothèse. La deuxième, c'est une certitude. Si vous regardez au niveau global, les plus pauvres, ils sont déjà à 2 tonnes. Ça ne veut pas dire qu'ils ont envie d'y être. Hein. Ça veut juste dire qu'ils y sont. Les plus riches, par contre, ils émettent énormément. Et la différence de ces inégalités est colossale à un niveau global, puisque vous avez les 50% les plus pauvres qui émettent moins que les 1% les plus riches, mais vous la retrouvez aussi en France. En France, vous êtes à moins de 5 tonnes par personne pour les plus pauvres, et les 10% les plus riches, vous êtes à 25 tonnes par personne. Et si vous regardez les 1% les plus riches, selon ces mêmes études, vous êtes à 77 tonnes, d'accord ? Donc vous êtes sur des proportions qui sont absolument colossales. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une responsabilité, et il faut aussi garder ça à l'esprit. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, vous avez un risque qui est un risque de violence sociale. Tout simplement. Ça vous explique les gilets jaunes. Ça vous explique le moment où vous avez des décisions qui ne sont pas absurdes d'un point de vue écologique, mais qui, d'un point de vue social, touchent tout le monde de manière indifférenciée, alors que vous avez des responsabilités qui sont des responsabilités différentes. Et un sentiment d'injustice qui est d'autant plus colossal que une de vos responsabilités dans le futur, ça va être d'expliquer ça aux gens. C'est-à-dire que vous soyez en marketing, que vous soyez en finance, que vous soyez... Nous, on passe notre temps à former des gens qui sont en poste et à leur dire il va falloir que vous expliquiez à vos clients et à vos collaborateurs ce qui est en train de se passer. Parce que les gens sont terriblement démunis face à cette situation-là. Et donc, ils ont un sentiment d'injustice d'autant plus important qu'ils ne savent pas quoi faire. Donc, fondamentalement, c'est nous qui sommes responsables
du changement climatique, depuis la révolution industrielle, et ça continue, hein, ça s'accroît génération après génération, il faut qu'on arrive à ce qu'on appelle le net zéro. Le net zéro, c'est quoi? C'est le moment où on va être capable d'absorber autant de carbone qu'on en émet. Et là, on va arriver à stabiliser la situation. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire développer ce qu'on appelle les émissions négatives. Il y a énormément d'entreprises à développer autour de ça, hein. Tout ce que je vous raconte là, c'est des sources d'innovation, et pour vous, potentiellement, c'est des sources d'activité. Et en même temps, il faut qu'on arrive à réduire les émissions par 5. Voilà où on en est. Alors comment est-ce qu'on peut arriver à respecter les accords de Paris? C'est 2 degrés maximum, hein. En théorie, on est entre 1,5 et 2. C'est pas évident, mais c'est faisable. C'est vraiment pas évident, mais c'est tout à fait... enfin, il faut y arriver. Donc il faut garder à l'esprit que tout ce que vous faites, tous vos choix, toutes vos actions, tout ce que vous arrivez à économiser en termes de carbone, plus tôt vous agissez, mieux c'est. Tout ça, ça compte. Tout est important. Et les choix que vous faites en tant qu'individu, c'est important, mais je veux m'adresser aussi à vous en tant que dirigeant et futur dirigeant. Et donc, à ce titre, comment est-ce que les choix organisationnels que vous allez faire peuvent avoir un impact? Parce que le problème auquel on est confronté aujourd'hui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est toujours la responsabilité de quelqu'un d'autre. Les consommateurs disent « ouais, mais c'est le gouvernement qui devrait faire des réglementations ». Le gouvernement, il n'ose pas en dire « oui, mais si moi je fais des réglementations, les gens ne votent plus pour moi ». Ils disent « c'est les entreprises ». D'accord, mais le problème des entreprises, c'est que fondamentalement, elles se disent « oh, mais les consommateurs ne veulent pas, donc moi je ne fais rien ». Le gouvernement ne m'incite pas à le faire. Et puis en plus, si je le fais, j'ai la concurrence internationale. Donc ce qu'on entend souvent maintenant, c'est la faute des Chinois et des Américains. Voilà. Et donc pour ça, on ne va rien faire. Et alors qu'on est à 10, 12 tonnes par personne et qu'on devrait être à 2. C'est quand même énorme. Et toujours dire c'est de la faute des autres, eh ben oui, bien sûr, c'est de la faute des autres. Donc personne ne fait rien. Les entreprises sont dans la même position, hein. Les entreprises aujourd'hui, regardez sur les véhicules électriques, la manière dont les constructeurs automobiles reculent en disant non mais attendez, on va perdre en compétitivité, vous ne vous rendez pas compte, les Chinois vont être meilleurs que nous, qu'est-ce qu'on va devenir? Oui, d'accord, mais c'est quoi l'alternative? Aujourd'hui, on a un problème qui dépasse de loin tous les problèmes qu'on a eu avant. C'est un problème physique. Ce n'est pas un problème de choix de société, c'est un problème physique. Donc, tout ça fait qu'il faut arriver à en sortir. Il faut arriver à sortir de cette espèce de losange ou de diamant de l'inaction pour arriver à mettre en action la société. Donc, ça veut dire agir individuellement, hein. Ça, je pense que des choses comme ça, vous les avez déjà vues. Vous volez pas, ça fait une différence. Vous prenez une voiture, vous ne prenez pas la voiture, ça fait une différence. Votre voiture électrique est électrique, elle n'est pas électrique, ça fait une différence. Vous consommez de la viande rouge, vous n'en consommez pas, ça fait une différence. Vous rénovez votre maison, ça fait une différence. Tout fait une différence. Toutes vos actions quotidiennes font une différence. Et puis, il faut agir collectivement. Et c'est beaucoup de ça dont je voudrais vous parler, parce que c'est là que vous allez pouvoir agir. Il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent agir, hein, à ce niveau-là. Vous avez la chance d'être dans une position à pouvoir agir collectivement. Pourquoi? Parce qu'en fait, on considère qu'environ les 3/4 de ce qu'il va falloir faire, c'est soit les entreprises, soit l'action publique. Et vous êtes maintenant dans une position de pouvoir agir là-dessus. Pour une entreprise, ça veut dire quoi? En fait, il y a 2 choses. Souvent, on va vous parler de la réduction. Vous allez rentrer dans une boîte, notamment parce que vous êtes jeune et qu'on considère, à tort ou à raison, que vous vous intéressez en priorité à ces sujets-là. Maintenant, tous les DRH à qui on parle nous disent qu'il faut absolument qu'on fasse quelque chose parce que sinon, les gens ne viennent plus travailler chez nous. Et typiquement, vous êtes dans des positions maintenant où vous allez pouvoir choisir les gens pour lesquels vous travaillez. Donc, on va vous parler de réduction. Mais en fait, la première chose dont je voudrais vous parler, c'est d'adaptation. Parce que, et c'est ça qui peut être particulièrement compliqué, quoi qu'on fasse dans les années à venir, la situation ne va pas changer. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle une hystérésis du système, c'est-à-dire que le système, pour revenir à une situation de baisse de température, il va lui falloir des décennies maintenant. Et ça, on le sait, hein. Donc, il faut agir maintenant pour des résultats qu'on aura demain. Ce qui signifie que pour une organisation, il faut être capable de s'adapter. Il faut être capable de s'adapter aux différents scénarios du GIEC. Donc l'adaptation, pourquoi est-ce qu'on la veut? Avant tout pour des raisons qui sont des raisons financières. Donc si vous voulez demain monter une boîte ou faire en sorte que votre entreprise soit financée,
il faut garder à l'esprit des risques qui sont très connus aujourd'hui des financiers. Avant tout, c'est un sujet qui est un sujet financier. En management, hein, là, je ne vous parle pas de physique, je vous parle vraiment de management. On a deux types de risques. Les premiers risques, c'est les plus simples, c'est les risques physiques. Les risques physiques, c'est quoi? C'est fondamentalement le fait que vous avez des événements extrêmes. Donc, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire les feux de forêt, c'est-à-dire les inondations, etc. Imaginez-vous si vous êtes un assureur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour les assureurs aujourd'hui, ça veut dire pragmatiquement qu'il y a des choses dont on se demande si elles sont encore assurables. Il y a une commission en ce moment qui doit rendre son rapport en décembre, qui a été formée par le gouvernement, qui se pose simplement la question de savoir si la France est assurable en 2050. Voilà, la question de recherche, c'est ça. Est-ce que la France est encore assurable en 2050? Qu'est-ce qui est assurable? Qu'est-ce qui n'est pas assurable? Aujourd'hui, vous avez une maison à Saint-Malo. A priori, en 2050, elle n'est plus assurable. A priori, hein, de ce qu'on sait des retraites de trait de côte, en 2050, elle est sous l'eau. Si vous avez une maison du côté de La Rochelle, inquiétez-vous aussi, regardez, hein, il y a des tas d'études qui sont sorties, ça va devenir très compliqué. Donc, pour les assureurs, c'est catastrophique. Pour un investisseur, c'est catastrophique aussi, hein, parce que moi, si j'ai un cycle d'investissement qui court jusqu'en 2050 et que j'attends une rentabilité jusqu'en 2050, il faut que je m'assure que mon investissement ait encore une valeur en 2050. Donc, vous voyez, c'est vraiment un problème qui est un problème financier, simplement financier. Et tous les ans, ça augmente. Donc, par exemple, la Californie, qui est quand même l'État le plus riche des États-Unis. En Californie, aujourd'hui, le principal assureur immobilier, qui s'appelle State Farm, a déclaré il y a ça quelques mois qu'il n'assurait plus les maisons en Californie. C'est fini. Pourquoi? Parce que tous les ans, vous avez des feux de forêt, tous les ans, ça vous coûte des milliards, et à un moment donné, financièrement, vous ne tenez pas. En plus des risques physiques, et ça, c'est vraiment un truc qui est un peu plus compliqué, mais qui est très important à garder à l'esprit, vous avez... Alors, pardon, je finis là-dessus. Donc, une manière de s'en sortir, c'est ce que fait Kering, par exemple, c'est vous analysez tous vos risques physiques et en fonction de ça, vous commencez à avoir des stratégies d'anticipation. Eux, leur problème, c'est quoi? Ils font du luxe. Donc, ils ont besoin notamment de coton de grande qualité, et ils ont besoin de cuir de grande qualité. Ça, le cuir, franchement, le cuir de grande qualité, ils ont de plus en plus de mal à en trouver. Ils sont en train de réfléchir à passer du cuir animal à des produits de synthèse faits à partir de champignons. Ils financent des startups là-dessus, parce que le cuir, c'est vraiment un sujet qui... Enfin, c'est difficile à remplacer le cuir. Le coton, ils envisagent encore de pouvoir le faire, mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont en fait regarder quels sont les risques climatiques chez leurs différents fournisseurs, et en fonction de ça, ils vont diversifier leur chaîne de valeur. Et donc, ils vont commencer à monter des exploitations de coton là où il n'y en avait pas, ou à financer des exploitations de coton là où précédemment ils ne se fournissaient pas, pour arriver à réduire ce risque qui est un risque physique. L'autre type de risque, et ça c'est un peu plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les risques de transition. Les risques de transition, c'est quoi? Ça a été identifié en fait par un financier qui s'appelle Mark Carney, qui était le gouverneur de la Banque d'Angleterre. Et lors d'une conférence qui est restée célèbre chez les financiers en 2015, il a identifié deux types de risques, les risques physiques donc, et les risques de transition, en disant, bon, si on veut éviter les risques physiques, la solution c'est quoi? C'est les accords de Paris. Et donc, dans les accords de Paris, la question c'est, est-ce que vos actifs rentrent dans les accords de Paris ou pas? Est-ce qu'ils sont compatibles avec les accords de Paris ou pas? Vous avez une centrale thermique qui fonctionne à partir du charbon, la réponse est claire, c'est non. Voilà. C'est-à-dire que demain, la réglementation devrait la fermer, ou alors il devrait y avoir une innovation qui fait que tout ça est absolument obsolète. Donc, ils considèrent 4 types de risques. Les risques technologiques, il y a une innovation qui fait qu'on produit avec la même chose mais avec moins de carbone. Les risques réglementaires, c'est interdit. Les risques de marché, vous avez des concurrents qui arrivent et qui vous prennent le marché. C'est ce qui est en train de se produire avec les véhicules électriques pour les constructeurs européens. Les risques de réputation, pourquoi? Parce que les consommateurs ne sont pas contents, ils vont voir quelqu'un d'autre. Et donc, le problème, c'est de combien d'argent on parle. Quelle est la somme des actifs qui, aujourd'hui, ne rentrent pas dans les accords de Paris? Et ça, les banquiers sont très au courant de ça. Voilà ce que ça donne quand on regarde les banques. Là, vous avez un ratio. Alors, ça a été fait, c'est discutable, hein. Vous avez des tests qui montrent des résultats un peu différents, mais par contre, quand vous parlez aux banquiers, ils sont tous au courant de ces difficultés-là. Entre les actifs qui sont des actifs sur des énergies fossiles et puis votre equity. Et le résultat,
c'est qu'un grand nombre des banques européennes, des grandes banques européennes, sont exposées dans des proportions qui fait qu'il y a un risque de faillite sur les risques de transition. Donc l'année dernière, en mars, la Banque centrale européenne a lancé un stress test qui a eu lieu en juillet et en octobre ou novembre, je ne sais plus si c'était en octobre ou en novembre, ils ont envoyé un papier à l'ensemble des banques européennes et on peut dire pudiquement que la Banque centrale européenne n'était pas contente. Elle était même furieuse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont rendus compte d'une part que les banques n'avaient pas l'information la plupart du temps et d'autre part qu'il y avait un risque systémique pour la zone euro en raison justement de ces actifs qui sont potentiellement ce qu'on appelle des actifs échoués. Les actifs qui ne rentrent pas dans les risques de transition, on appelle ça des actifs échoués. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'ils n'arriveront pas à leur terme. Donc là, on a un sujet qui inquiète les banquiers centraux, qui inquiète la totalité des banques. Et aujourd'hui, ce que font les banques, et nous on travaille beaucoup avec les banques, elles essayent de décarboner leur portefeuille. Donc ça veut dire que si vous dirigez des entreprises ou vous créez des entreprises demain et que vous proposez des investissements à des banques, vous avez besoin des banques sur des actifs carbonés, ils vont pas vous financer. C'est même pas, on en est à un point là tout de suite, où c'est même pas qu'ils vont vous faire payer plus cher, ils vont pas vous financer. Par contre, si vous arrivez avec des actifs qui sont décarbonés, vous pouvez exiger de votre banquier ce qu'on appelle un greenium, c'est-à-dire un premium, une baisse du taux. Pourquoi? Parce que vous allez les aider, eux, à décarboner leur portefeuille. Donc voilà où on en est actuellement. Donc ça, c'est vraiment important. Les questions d'adaptation, comment vous arrivez à vous adapter à la situation, c'est crucial. Je ne vais pas rentrer dans les détails, il y a des tas de méthodes pour le faire, mais ça, vous le verrez ensuite dans vos différents cours. Et puis, il y a l'autre aspect qui est la réduction. Et là aussi, vous pouvez avoir une action. C'est comment est-ce que vous arrivez à réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les entreprises. Un des problèmes auxquels vous allez être confronté, c'est que si vous rentrez dans des petites entreprises, les dirigeants ne savent pas quoi faire. Tous les dirigeants aujourd'hui des PME savent qu'il faut agir et la plupart d'entre eux ne savent pas comment le faire. Donc, ils sont dans une situation où ils sont complètement démunis. Et en plus, vous allez avoir une réglementation qui va arriver à partir de janvier, qui va les exposer encore plus à ça. Et ils sont démunis. Donc, il y a vraiment un enjeu pour vous à vous former sur ces sujets-là, parce que c'est une vraie compétence qui est malheureusement pas tellement partagée aujourd'hui. Si vous regardez au niveau de l'Union européenne, vous avez ça qui arrive. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la CSRD. Ça arrive à partir de janvier 2024. Progressivement, sur 3 ans, 3-4 ans, ça va s'étendre à la totalité des entreprises européennes de plus de 250 salariés. Et c'est une initiative de reporting absolument colossale, où il va falloir faire du reporting sur l'environnemental, le social, la gouvernance, selon des questions qui sont des questions de matérialité financière. Je ne rentre pas dans les détails, c'est technique, hein. Je ne vais pas vous mentir, de toute manière, tout ça c'est technique, mais c'est quelque chose qui, enfin, il faut l'aborder comme un sujet technique. Fondamentalement, c'est quelque chose qui va s'imposer à la totalité des entreprises progressivement. Donc ce qui est bien, c'est que pour les financiers qui n'attendent que ça, ça va enfin leur donner l'information pour savoir s'ils investissent dans quelque chose qui est vert ou quelque chose qui est brun. Mais derrière, il va y avoir un travail de reporting absolument colossal à faire. Donc ça, c'est au niveau européen. On peut se dire, bon d'accord, mais c'est particulier à l'Europe. En fait, non, hein. Si vous regardez au niveau global, en juillet, vous avez l'IFRS. Alors bon, pour ceux qui s'intéressent à la comptabilité, vous voyez ce que c'est. Pour les autres, peut-être pas encore. L'IFRS, c'est vraiment les standards de reporting au niveau global. Ils ont sorti des normes. Et ils ont sorti des normes sur quoi? Sur la RSE et sur le changement climatique. Et ces normes-là vont devenir la base pour toutes les entreprises dans le monde. Vous avez les initiatives de reporting et toute la réglementation qui est en train d'arriver en Europe. Vous avez aux États-Unis l'IRA, je pense que vous en avez entendu parler, qui est peut-être le plus gros plan d'investissement pour verdir une économie qui n'ait jamais eu lieu. C'est vraiment des sommes qui sont telles qu'on voit aujourd'hui un certain nombre de startups partir d'Europe pour aller aux États-Unis, tant l'argent qui est sur la table est important. Et la Chine est déjà... ce que fait la Chine et ce qu'on ne fait pas, et ce que ne font pas tellement les États-Unis non plus, c'est qu'ils planifient. La Chine est déjà très en avance sur les énergies renouvelables. La Chine, c'est assurer le contrôle de ce qu'on appelle les métaux rares, c'est-à-dire ceux dont on a besoin pour développer notamment les panneaux solaires et les éoliennes. Et ils sont très en avance, comme vous le voyez déjà, je pense, sur les véhicules électriques.
hein, ça va faire très mal. Ils sont les premiers sur les panneaux solaires, ils sont en train de se développer à vitesse grand V sur les éoliennes. Donc là, vous avez un monde qui est en train de bouger. Toutes les grandes zones sont en train de bouger autour de ces sujets-là. C'est-à-dire que la prise de conscience, elle est vraiment globale et les économies, selon des modalités différentes, mais toutes les économies sont en train d'évoluer. Pour les entreprises, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il y a un enjeu d'adaptation, il y a un enjeu de réduction qui est nécessaire, puisque de toute manière, vous aurez à rendre des comptes, vous aurez à rendre des comptes à vos parties prenantes et notamment à vos investisseurs. Une manière de faire, c'est de procéder selon cette séquence. Donc c'est ça dont je voudrais vous parler. Plus que des différents éléments, en fait, c'est bien garder à l'esprit la séquence. La première chose à faire, c'est éliminer. C'est-à-dire que quand on parle de sobriété maintenant, c'est vraiment cette idée qu'on va pouvoir éliminer un certain nombre de choses. Vous pouvez couper dans vos émissions. Avant de penser à réduire, il faut penser à éliminer. Là, vous avez un certain nombre de suggestions sur la manière dont vous pouvez réduire le chauffage, dont vous pouvez réduire le recours à l'avion, dont vous pouvez changer la flotte de voitures de votre entreprise, changer la cantine de l'entreprise, changer la technologie aussi en gardant les téléphones portables un peu plus longtemps et tout ce qui s'ensuit. Voilà deux entreprises qui font quelque chose. Mustela, c'est une boîte, vous voyez probablement ce qu'ils font, hein, ils sont plutôt dans la beauté. Ils ont décidé d'arrêter tout ce qui est lingette. Ça représente 20% de leur chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous dites, il y a 20% de mon chiffre d'affaires, je m'assois dessus. Pourquoi? Parce que je sais que c'est des produits qui sont extraordinairement polluants et qui, de toute manière, à terme, vont être interdits. Donc, vous anticipez la réglementation, ça va être interdit en 2040, et déjà, vous sortez ça. La Camif, aujourd'hui, ils ferment leur site lors du Black Friday, et non seulement ils ferment leur site, mais cette année, ils ont eu une action de boycott, en disant, voilà, on va avoir un boycott contre cette opération de surconsommation à un moment donné, où l'idée, c'est vraiment acheter un maximum, c'est moins cher. Après, il faut réduire. Donc réduire, c'est des questions d'efficacité. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des ingénieurs parmi vous. Il y en a souvent en master spécialisé. Ça, c'est vraiment des sujets pour les ingénieurs. Hein. Comment est-ce que vous arrivez à faire plus avec moins d'énergie? Comment est-ce que vous optimisez avec la data? Comment vous arrivez à rénover un certain nombre de choses? Ça, c'est vraiment des sujets d'optimisation. Le passage aux énergies renouvelables. Alors là, si vous voulez monter des startups, c'est un terrain de jeu extraordinaire. Pourquoi? Parce que souvent, on pense à la production, et il y a des tas de choses à faire sur la production, mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'on a un problème de batterie. Il y a énormément de batteries et différentes batteries avec des contenances différentes pour des durées différentes à développer. Hein. Ce n'est pas seulement la batterie lithium-ion à laquelle vous pouvez penser. Et par ailleurs, c'est un problème de réseau. C'est-à-dire qu'il va falloir complètement repenser le réseau. En fait, on va reterritorialiser la production. C'est-à-dire qu'au lieu de faire la production en Arabie Saoudite et ensuite prendre un tanker pour amener le pétrole, on va avoir une production qui va être une production locale. On va avoir des réseaux qui vont être des réseaux locaux. On va avoir des réseaux qui vont devoir supporter des différences de charge. Pourquoi? Parce que la nuit, il n'y a pas de soleil. Donc, comment vous arrivez à organiser un réseau qui est capable de supporter ça et des batteries pour faire en sorte que vous puissiez distribuer sur l'ensemble, par exemple, d'une communauté d'agglomération comme Cergy-Pontoise. Donc là, il y a des opportunités de start-up, que ce soit en conseil ou que ce soit d'un point de vue industriel, qui sont absolument colossales. Autre aspect sur lequel on a besoin de start-up, c'est la compensation. Donc la compensation, c'est quoi? C'est d'une part tout ce qui est reforestation, pour arriver à augmenter les émissions négatives et donc les puits de carbone naturel, mais aussi tout ce qui est compensation technologique. Donc ce qui va se passer demain, c'est que vous allez avoir des émissions de carbone qui vont être récupérées directement dans l'air. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la DAC. C'est les gros ventilateurs que vous avez ici. Vous avez 2-3 startups aujourd'hui dans le monde qui sont toutes valorisées à plus d'1 milliard de dollars et qui ont pour but justement de développer ce type de technologie. Le biochar, même chose, c'est quelque chose qu'on est en train de développer. Donc là, il y a des tas d'opportunités. Vous voyez, l'idée, c'est pas là d'émettre moins, c'est de capturer, c'est-à-dire de récupérer ce qu'on appelle des émissions négatives. Et on considère qu'en 2050, cette industrie, au total, devrait avoir à peu près la taille de l'industrie pétrolière actuelle. Donc c'est vraiment un chantier colossal pour des entreprises qui, dans une large mesure, restent à créer. Alors, vous avez déjà des pétroliers comme Total, par exemple, qui investissent des sommes considérables
dans ces activités. Pourquoi? Parce que ils polluent et ils dépolluent en même temps. Hein, c'est un peu leur côté schizophrène. Mais vous avez aussi des pure players qui se développent sur ces activités. Et puis au-delà, c'est aussi une autre manière de travailler avec les entreprises. Si vous vous intéressez aux relations, et vous vous intéresserez par la force des choses aux relations avec les fournisseurs, les relations avec les fournisseurs, traditionnellement, c'est des rapports de force. C'est le prix, et puis on discute autour du prix. Hein. Maintenant, les entreprises ont un problème. Pourquoi? Parce qu'elles ont besoin de décarboner. Et pour décarboner votre bilan carbone, il faut que votre chaîne de valeur soit décarbonée aussi. Et pour arriver à ça, ça veut dire qu'il faut travailler avec la chaîne de valeur pour aider les fournisseurs à décarboner. Donc il y a des tas de systèmes, comme celui-ci par exemple, qui s'appelle le Carbon Disclosure Project, et qui consiste en fait à aider les entreprises à remonter leur chaîne de valeur et à chaque fois à retravailler avec les fournisseurs pour arriver à réduire le bilan carbone des différents acteurs. Donc ça, vous voyez, ce n'est pas seulement travailler au sein de l'organisation, c'est aussi travailler avec un partenariat. Vous pensez par exemple à la communauté d'agglo de Cergy-Pontoise, même chose. Alors c'est différent parce que ce n'est pas la chaîne de valeur, mais on a bossé avec eux pour commencer à réfléchir à la manière dont les entreprises, par exemple, pouvaient monter des prises et des superchargeurs ensemble. Comment est-ce qu'il pouvait y avoir du covoiturage entre plusieurs organisations? Et à un moment donné, vous trouvez des opportunités de création de valeur qui sont bien au-delà de la manière dont on conçoit l'entreprise comme un monde fermé traditionnellement. Et de l'innovation, il y en a partout. Alors là, on vous a mis quelques entreprises qui innovent. Il y en a quelques-unes qui ont été créées par des anciens ESSEC, hein, comme Greenly. L'idée, c'est vraiment... Et ça, c'est des entreprises qui marchent très très bien aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a un besoin énorme. Il y a un besoin absolument colossal. L'économie traditionnelle a du mal à bifurquer. Par contre, si vous montez des startups qui sont directement sur les énergies renouvelables, sur les réseaux, sur comment est-ce que je décarbone l'agriculture, des questions d'efficience, etc., là, tout de suite, vous allez avoir des contrats. Pourquoi? Parce que les entreprises traditionnelles ont besoin de vous. Voilà, donc c'est à la fois des opportunités et puis c'est des contraintes, hein, très clairement. C'est des contraintes de reporting, c'est aussi d'autres formes de contraintes. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les entreprises vont être amenées à payer pour le carbone. Voilà la situation actuellement dans le monde. Ça veut dire que la plupart des grandes économies développées, aujourd'hui, font payer le carbone, soit sous forme de marché. Donc ça, c'est ce qu'on a notamment en Europe. Hein. On a un marché du carbone où vous avez des crédits carbone que vous pouvez échanger, soit sous forme de taxes, soit sous forme de marché et de taxes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une taxe carbone et en plus, vous avez un marché carbone. Et l'idée, fondamentalement, c'est que tout ça va augmenter. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la tonne de carbone sur le marché carbone en Europe, on est aux environs de 90 €. Il y a de ça quelques années, on était à 5 €. Donc, vous avez une augmentation croissante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des grandes entreprises, les petites pas, parce qu'elles ne sont pas encore là, mais les grandes entreprises, dans des projets de R&D, par exemple, ils vont mettre ce qu'ils appellent un prix interne du carbone. Ils vont le mettre à 100, ils vont le mettre à 150, et ils vont dire, voilà, le projet, il passe, mais il passe uniquement si vous êtes capable d'accepter un surcoût qui est un surcoût carbone. Pourquoi? Parce que le raisonnement derrière, c'est de toute manière, quand ça va arriver sur le marché, et vu le cycle d'investissement qu'on a prévu, il y a un moment où on va payer le carbone ce prix-là. Voilà. Donc, il faut bien penser à ça à la fois comme une énorme opportunité, vraiment, hein, pour des gens qui, j'imagine que certains d'entre vous ont l'intention de monter des boîtes, qui veulent monter des entreprises. C'est une énorme contrainte aussi pour des entreprises qui ne sont pas prêtes à bouger. Et pour vous, c'est une nécessité absolue de vous former sur ces sujets-là. Il en va à la fois de la réussite des entreprises dans lesquelles vous allez travailler, et puis de votre avenir, quoi. Parce que fondamentalement, la question qu'il y a derrière, c'est est-ce qu'on arrive à avoir un monde qui est encore un monde vivable, alors qu'on est à 8 milliards et que certaines projections des Nations Unies nous prévoient à 11 milliards dans quelques années. Hein. Voilà, donc la conclusion, c'est quoi? C'est que si on veut garder une terre habitable, il faut rester en dessous de 2 degrés. Ça ne va pas être simple du tout. En fait, ce qui va probablement se passer, c'est qu'on va passer au-dessus et puis on va revenir vers 2 degrés. Donc il faut vraiment faire tous les efforts maintenant pour arriver à réduire à terme la température. Ça veut dire être net zéro en 2050, ça on ne va pas y couper. Ça veut dire une réduction par 5 des émissions en France pour arriver à peu près
à 2 tonnes. Déjà, en 2030 c'est demain, 2030 c'est vraiment à la fin de la décennie, on devrait avoir une réduction pour l'Union européenne, ce à quoi l'Union européenne s'est engagée, c'est une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre. Et pour ça, ça veut dire agir individuellement, mais, et il faut le faire, hein, il faut le faire tous, mais aussi agir collectivement. Et c'est là que vous avez vraiment maintenant un levier, que vous pouvez agir en tant que manager, en tant que leader sur les organisations. Et probablement, ça implique aussi de réinventer les business models. Donc la question de comment est-ce que je crée de la valeur pour une entreprise dans un monde qui est un monde plus chaud et dans un monde que je ne peux pas réchauffer, ça va être un sujet pour vous tous. Voilà, donc c'est un peu ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention.